bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir, et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Bonjour Catherine. Bonjour. Avant de démarrer notre conversation, vous souhaitez que l'on se vous voie ou vous souhaitez que l'on se tutoie ? Je préférais le tutoiement. Alors on se tutoie ? Ça marche. C'est parti Catherine. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter en tant que femme déjà, juste en tant que femme ? Alors en tant que femme, j'ai 65 ans et je suis mère de 4 enfants. Et je suis une femme qui est venue à la campagne. Qui est venue ? Qui est venue. Ça a une importance ça ? Parce que tu dis qui est venue ? Oui, parce qu'en fait, j'étais à l'origine en région parisienne. J'étais dans la fonction publique territoriale en région parisienne, dans une grande mairie de région parisienne. Un de mes enfants avait des problèmes de santé qui nous ont obligés de partir à la campagne pour son bien-être et pour le bien-être de toute la famille, donc des 4 enfants. Vous avez décidé ensemble de déménager. On a décidé de déménager. Parce que tu as dit, on a été obligés. Alors obligés, je me dis, tiens, c'est peut-être un peu... Parce que du coup, ça veut dire que c'était peut-être avec des appréhensions, des craintes, des préjugés. Des craintes et des préjugés parce qu'en fait, la pathologie de mon enfant n'arrivait pas à être résolue en région parisienne et avec tout ce qu'on avait essayé de mettre en place. Et au mois de juin, alors qu'il aurait dû être déscolarisé, d'emblée, on nous a dit au mois de septembre, on ne le reprend pas. Donc voilà, débrouillez-vous, partez à la campagne où il y a... Partez, voilà, débrouillez-vous. Mais en gros, c'est pas on veut plus vous voir, mais... Mais tu avais des préjugés sur la ruralité ? Un peu. Dû surtout à la pathologie, en me disant, si déjà à la ville, alors que théoriquement, l'éducation nationale est là pour aider, et à la campagne, il y a bien souvent dans nos écoles plusieurs niveaux par classe, une seule institutrice, des trajets. Donc, c'est vrai que j'avais quand même l'appréhension, pas trop d'arriver à la campagne, mais plus par rapport à la scolarité, au fait aussi que l'on soit... J'ai 4 enfants, on avait notre travail en région parisienne, mon mari avait son entreprise, et moi, du coup, j'arrivais à la campagne toute seule, parce que mon mari allait pas lâcher son entreprise. Donc, à la campagne toute seule, dans une petite maison, avec mes 4 enfants, dont des jumeaux qui avaient 7 mois. Mon enfant qui nous posait, on va dire, un peu de problèmes, avec des troubles qui, maintenant, est plutôt assimilé à un Asperger. À l'époque, on parlait de troubles de l'attention, des difficultés, voilà. Donc, c'était plus ça qui me contrariait. Le fait de tout quitter, de partir toute seule avec 4 gamins, dont des petits. Et dans l'inconnu. Dans l'inconnu. En congé mat, puisque j'étais là pour élever mes jumeaux, mais en se disant, mais une fois que le congé mat est terminé, qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'il faut revenir à la ville ? Est-ce que, alors avec la fonction publique territoriale, j'avais la chance de pouvoir demander une mutation, ce que j'ai fait. Donc j'ai eu la chance de pouvoir commencer en milieu rural, en tant que secrétaire de mairie, dans un tout petit village. L'anecdote, c'est que quand j'ai appelé ma commune d'origine, où il y avait 30 000 habitants, où j'avais un certain poste, où j'ai dit je vais devenir secrétaire de mairie dans un village de 300 habitants, ils m'ont ri au nez en me disant Catherine, en te connaissant, tu vas t'ennuyer. À l'époque, il y avait encore les fiches d'état civil. C'est quand à l'époque ? À l'époque, c'était en 1998. Donc ils m'ont dit 300 habitants, tu vas faire que des fiches d'état civil et tu vas t'ennuyer et franchement, ça va pas bien se passer. Donc déjà, ça commençait bien. Donc je me suis lancée. Tout allait pour le mieux. Voilà. Le tableau. Donc j'ai commencé dans ce petit village de 300 habitants en me disant apparemment il y aura pas grand-chose à faire. Sauf que je suis arrivée au mois de mars dans une commune où la secrétaire de mairie n'était plus là depuis 3 mois, où en fait dans la vraie vie il y avait le budget à faire,
Et puis tout ce que la secrétaire de mairie n'avait pas fait, c'est-à-dire toutes les écritures de fin d'année. Et moi, en fait, j'avais jamais fait de compta. J'avais été polyvalente dans ma première grande mairie, heureusement, parce que du coup, j'avais des connaissances en état civil, en tout un tas de choses, en gestion de personnel, donc les carrières, les délibérations, le conseil municipal. Tout ça, ça m'allait bien. J'avais été huissier du maire, donc auprès d'une grande personnalité. Donc le relationnel, tout ça, ça m'allait bien. Mais quand je me suis retrouvée devant un ordinateur, un logiciel, et on m'a dit, pour la semaine prochaine, il faut nous sortir le budget, il faut faire un conseil municipal et il faut qu'on vote, waouh, ça a été chaud. Ça, c'est femme en ruralité, là. Ça, c'est femme en ruralité qui atterrit sur un poste où on nous dit, tu vas t'ennuyer. Et la vérité était bien loin de là. J'ai fait marcher un réseau que je ne connaissais pas, mais à force d'appeler à droite, à gauche, je me suis fait épauler. On a réussi à faire ce qu'on avait à faire. Après, j'ai souhaité qu'il y ait, en intervenant auprès du CNFPT, Centre national de formation du personnel territorial. Justement, j'allais demander s'il y avait une forme d'accompagnement, une formation pour... Absolument. Pour les hommes et les femmes qui arrivent sur ces métiers-là. Mais au départ, c'était pas prévu. Et en fait, avec un petit peu d'aplomb, j'ai appelé en disant, voilà, moi j'ai plein de bonne volonté. Je suis maintenant sur un poste de secrétaire de mairie. Je découvre qu'il y a énormément de choses à faire, énormément de droits à connaître. Le droit d'état civil, mais le droit des marchés publics, le droit funéraire aussi, toutes ces choses-là. Il n'y a pas une formation, je voudrais assister à une formation qui m'apprenne très vite ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Les bonnes pratiques, au minimum. Avoir un tuteur avec moi pour m'aider, que je puisse appeler au lieu d'appeler toutes les grandes communes du coin, avoir quelqu'un qui puisse vite me donner un référent, avoir des modèles, avoir tout ça. Je pense, oui, secrétaire de mairie, pour peut-être une grande partie des gens, c'est peut-être un poste que l'on considère pas à sa juste valeur. Pas à sa juste valeur. Ouais, j'en prends conscience aussi, moi. L'anecdote que je me permets de citer tout de suite, c'est qu'effectivement, je suis bien devenue secrétaire de mairie, j'ai passé tous mes concours, j'ai bien avancé. Et un jour, j'étais dans une mairie et j'ai quitté cette mairie pour un poste plus important. Et lorsque dans le mot du maire, on a annoncé que je m'en allais, il y a une personne qui était prof de danse, mais à un haut niveau, qui est venue pour un petit papier et qui m'a dit « Non, mais Catherine, ça, vous faisiez ça juste comme ça. Non, mais votre vrai métier, c'est quoi ?» Et là, j'ai eu un moment de sidération et j'ai rebondi en lui disant, mais vous, à part la danse, votre vrai métier, c'est quoi ? À part danser, c'est quoi ? Ça, c'est ça. À part écouter de la musique. C'est ça. À ce moment-là, j'ai aussi pris la décision, il y avait une association de secrétaires de mairie et c'est important pour la suite de notre podcast, une association de secrétaires de mairie qui faisait des formations pour les secrétaires de mairie, mais que pour le nord de Lyon. Et à l'époque, c'était très compliqué parce qu'il n'y avait pas Internet. Donc, quand on voulait convoquer nos collègues, il fallait se réunir à plusieurs. On écrivait les lettres et puis on les mettait sous enveloppe, on mettait les timbres, on allait à la poste, on envoyait. Et ça paraît tellement loin. Ça paraît tellement loin. Voilà. Et les secrétaires nous appelaient en nous disant je viens pas, et on se retrouvait. Et en général, on faisait venir des intervenants en fonction de la dernière circulaire qui était sortie. Et puis qui était certes bien pratique pour toutes les grandes communes qui ont tous les services qui vont bien, mais quand une circulaire arrive dans un petit village, elle arrive déjà aux yeux de la secrétaire de mairie qui se dit « je suis concernée, je n'y suis pas ». De toute façon, j'ai envie de dire, c'est la première, celle qui est au front. C'est ça. Et après, qu'est-ce que j'en fais ? Il faut faire tout ça, mais moi, j'ai pas que ça à faire. Et comment je fais ? Comment je l'interprète ? Et quand elles s'appelaient les unes les autres, on n'avait pas toutes la même lecture de la circulaire. Donc, rapidement, je suis devenue présidente de cette association et je me suis dit qu'il fallait se faire connaître auprès du centre de gestion du département pour trouver les bons intervenants pour nous répondre, pour tout ce qui était service du personnel. Ensuite, au niveau de la préfecture, forcément, puisque c'est aussi eux qui nous aident à mieux comprendre les circulaires. Ce qui fait qu'au lieu qu'il y ait 50 secrétaires de mairie qui appellent la préfecture en disant « est-ce que j'ai bien compris ?», j'avais, heureusement, la possibilité de leur dire « votre circulaire est très bien rédigée, mais on ne doit pas bien savoir l'interpréter pour ne pas avoir de problème dans la mise en œuvre. Vous voulez pas prendre 2 heures pour venir nous l'expliquer ?» Et là, de ce fait, volontairement, ils venaient et on échangeait. Et là, effectivement, avec les secrétaires de mairie et les élus, parce que moi, j'ai fait venir aussi les élus, parce que sans quoi les secrétaires de mairie, quand elles venaient en formation, qu'elles retournaient dans leur petit village et qu'elles disaient « on croyait qu'il fallait faire comme ça, mais en fait, il faut faire autrement », le maire leur disait « écoute, on est un petit village, on a toujours fait comme ça, ils vont pas venir voir, on change pas les choses, on va pas changer, c'est trop compliqué. » Et vous en avez qui étaient très volontaires, il n'y a pas de souci, mais quand c'était la secrétaire de mairie qui venait pour dire
Il faut changer. Et on le comprend au niveau des élus. C'était pas toujours bien compris. Donc, j'ai pris l'optique de demander à notre conseil d'administration, est-ce que vous permettez qu'on fasse venir les élus? Donc, les élus ont été acceptés, on va dire, dans notre association. Et volontairement, ils étaient là. Et quand ils entendaient la bonne parole, ils retournaient donc dans leur mairie en ayant bien entendu et en sachant ce qu'il fallait faire. Après, ils faisaient pas. C'était plus notre sujet. Mais au moins, ils étaient au fait. Voilà, ils étaient au fait et ça fonctionnait plutôt bien. C'est comme ça que, en tant que secrétaire de mairie, je me suis rendu compte que le conseil municipal décidait et moi, après, je devais mettre en œuvre. Sur certains points, je préparais les dossiers, j'assistais au conseil municipal et souvent, le maire me permettait, parce qu'une secrétaire de mairie ne doit pas parler au conseil municipal. Quand elle y assiste, elle doit être dans son coin, elle prend des notes, elle rédige le rapport et c'est celui qui a été désigné comme secrétaire qui vient le lendemain pour valider ce que la secrétaire a pris comme note. Ils partagent leurs notes et ils rédigent ensemble le compte-rendu, le procès-verbal, il est signé et voilà comment ça se passe. Tout cela pour dire que des fois, j'étais frustrée de la manière des fois dont le conseil municipal réagissait par rapport à certains projets. En disant, mais non, c'est trop avant-gardiste, mais non, ça va coûter trop cher. On nous dit qu'on aura des subventions, mais on n'en est pas sûr. Et ça n'avançait pas. Et au bout d'un moment, ça me titillait un peu. Et je me suis dit, je vais me présenter. Donc, je me suis présentée dans mon petit village de 500 habitants. Parce qu'aujourd'hui, Catherine, vous êtes maire du village? Alors, je ne suis pas maire. J'ai été élue. Vous avez été. J'ai été élue. Ouais. Je n'étais pas maire. J'étais adjoint au maire. D'accord. Et déjà à l'époque, dans ce petit village où régulièrement il y avait les personnes du cru qui étaient élues, tout d'un coup, une jeune femme, mère de famille de 4 enfants, qui se présente au conseil municipal. Qui n'est pas native du territoire. Qui n'est pas native du territoire, mais qui connaissait déjà quand même un peu le village depuis longtemps. Mes parents y étaient installés, enfin bref. Ah d'accord. Voilà, donc il y avait quand même... Ça change un peu la donne. C'est ce qui a fait que j'ai aussi pu être sur la liste. Tout d'un coup, je me présente pour être adjointe. Mais ça s'est bien passé. D'ailleurs, le village s'appelle comment? Alors, c'est Villers-Louis. Ça s'écrit Villiers-Louis, mais les gens du cru disent Villers. Villers-Louis. Villers-Louis. Voilà. Comment on appelle les habitants de Villers-Louis? Les Villiersois et les Villiersoises. Donc, le maire, un jour, est parti en grand déplacement. Et dans son petit mot du maire, il a dit qu'il confiait la mairie à ses 2 adjoints. Mais pas à moi, en fait. Ben non, une femme. Tu étais la seule? Et j'étais la seule femme adjointe. Et là, je me suis dit, waouh. Dans les mêmes circonstances, j'ai été amenée à déménager de ce village, à aller m'installer ailleurs, un tout petit peu plus loin, un autre village. Voilà, je me suis dit, en fait, je vais faire autrement pour défendre ce que j'ai à défendre. Et comme mon fils avait des problèmes de handicap, mais qui n'étaient pas reconnus, voilà, c'était compliqué, mais il n'était pas reconnu. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'est plus au niveau du conseil départemental, conseil général à l'époque. D'où vice-présidente du conseil, tu fais le chemin, là. Je fais le chemin. Donc, au début, élue dans une commune en tant qu'adjointe. D'accord. Ensuite, je change. Je me rends compte que c'est le conseil départemental qui a la compétence sur le handicap. J'allais te demander justement, ça faisait partie des questions que je m'étais notées pour qu'on comprenne bien. Enfin, qu'est-ce qu'il s'y passe dans un conseil départemental? Et donc, qu'est-ce que tu es allé chercher finalement? Alors, ce qui se passe dans un conseil départemental, c'est qu'on a des compétences qui sont obligatoires, le social, donc de la petite enfance au grand âge, en passant par le handicap. Moi, vraiment, je me disais, je voudrais pouvoir être élue sur le social et aussi sur les violences intrafamiliales. Pour en revenir à cette association de secrétaires de mairie dont je t'ai parlé. Alors, bien sûr, il y avait tout le côté juridique, dans les formations que l'on avait, les budgets, l'état civil, la gestion de carrière du personnel, toutes ces choses-là. Mais il y avait aussi le fait que moi, en tant que secrétaire de mairie dans les petits villages, je me rendais compte que même si j'avais la tête dans mon budget, la porte de la mairie, que ce soit les heures de permanence ou pas, la porte de la mairie s'ouvre et là, on a une femme en détresse qui est là, qui nous dit je vais pas bien, ou qui nous dit rien du tout et qui est en pleurs. Ah ouais, carrément. Qu'est-ce qu'on en fait? On l'écoute. Je m'attendais pas en fait à ça finalement, que dans nos campagnes, que ce soit la porte de la mairie qu'une femme va pousser pour crier son désespoir, sa détresse. C'est alors des fois la femme elle-même qui se présente, ou quand il y a encore une école dans la mairie,
C'est les mamans, les autres mamans, ouais. parce qu'en fait elles ou discutent. Les instituteurs, institutrices. Ou les instituts qui viennent nous voir en nous disant sur cette famille, il semblerait qu'il y ait un petit souci. D'accord, ok. D'ailleurs, lorsque j'étais secrétaire de mairie, il y a une institut qui est venue me voir en me disant les petites de cette famille viennent le matin, on a l'impression qu'elles ne déjeunent pas. Donc à l'époque, j'avais été tirer des solettes. En fait, c'est un peu des détecteurs. C'est ça. Et on avait pu mettre en place le fruit pour la récré. Donc l'air de rien, pas pour dire on va donner à manger à ces gamins-là, non. par le biais du fruit pour la récré. Oui, bien sûr. Eh bien, on avait mis en place et des distributions de fruits et valoriser. En faisant un projet global, ça permettait. Tout à fait. Ouais. Donc, pour en revenir aux violences, plusieurs de mes collègues, quand on était en réunion avec l'association, nous disaient moi aussi j'ai ci, moi aussi j'ai ça, et voilà. On a la chance dans Lyon d'avoir une sénatrice, Dominique Vérien, qui est vraiment sur les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales, et qui, plus récemment, a rédigé le rapport Rouge Vif. Mais il y a une quinzaine d'années de ça, Dominique Vérien n'était pas encore sénatrice, mais travaillait déjà là-dessus. Mais il y avait surtout Dominique Chapuis, qui était... Elles sont bien les Dominiques. Elles sont bien les Dominiques, qui était déjà sur les maires ruraux. Oui. Et avec Dominique, on s'entend très très bien. Mon mari est élu. Et avec Dominique, on a parlé de ce sujet. Elle me dit, écoute, il faut que je te présente quelqu'un qui travaille à l'ADAVIRS. Donc nous, l'ADAVIRS dans Lyon, c'est en fait France Victime. D'accord. France Victime 89, c'est une association, de défense, voilà, et d'aide pour les victimes. Elle me dit, je vais te faire rencontrer quelqu'un qui s'appelle Catherine Maupetit-Yel. Et Catherine est aussi donc sur les élus R qui sont mis en place maintenant sur le dispositif R. Elle fait partie du comité scientifique. Mais à l'époque, Catherine était directrice de l'ADAVIRS. On est rentré en contact et tout de suite, ça a bien matché. Catherine m'a dit, écoute, toi, tu as le public, les secrétaires de mairie, les élus. Ah oui, je comprends. C'est par eux qu'il faut passer pour passer la bonne parole. On ne peut pas répondre n'importe quoi à une personne qui arrive et qui n'est pas bien. Si c'est la première porte que l'on pousse, il faut que ces gens qui soient derrière le secrétaire ou le maire, ou la maire, madame la maire, soient formés. Il faut les accompagner, il faut se rendre disponible. Il faut ne pas prendre ça à la légère. Même si on a la tête dans un budget et qu'il faut le rendre pour le soir, la priorité, c'est l'écoute. C'est pas, écoutez, vous reviendrez dans... Non, c'est l'humain. C'est l'humain. Donc, c'est tout de suite, je me rends disponible. Si je ne sais pas faire, je rassure, je donne des éléments, des numéros de téléphone. On appelle directement l'ADAVIRS, le CIDFF ou carrément la gendarmerie s'il le faut. Et avec Catherine, nous avions fait une réunion et proposé. Donc là, tu me parles de la jeunesse de R. De R, la jeunesse de R. D'accord. Donc ça, c'était en 1997, où avec Catherine, on n'a pas imposé. On a proposé aux élus, voilà ce qui se passe. Est-ce que vous voulez être épaulés ? En 97 ? C'est ça. Est-ce que vous voulez être épaulés ? Et là, ils nous ont dit oui. Alors attendez, on va signer, nous, une convention et on se met d'accord. Pourquoi on signe une convention ? Parce qu'en fait, il fallait que ce soit acté. Parce que, à l'époque, j'étais présidente de cette association, mais les présidents sont réélus régulièrement. Moi, je portais ce projet, mais il n'était pas dit que la fois d'après, moi, je pars du principe... En fait, c'est pour garder dans le temps, c'est ça ? C'est pour garder dans le temps. Quand on signe une convention, c'est pour garder dans le temps, pour qu'elle soit c'est pour marquer dans le marbre que cela existe. C'est pas juste moi je suis rien du tout. Combien de temps ? La convention existe toujours. D'accord. La convention existe toujours, voilà. Le dispositif donc a été, on va dire, remplacé maintenant par le dispositif R. Oui, parce qu'à l'époque, ça s'appelait pas R. C'est les prémices. Ça s'appelait pas R du tout. À l'époque, cette association, c'était, je vais la citer, c'est l'ASEAMAS, Association des secrétaires de mairie et élus du Sénonais, parce que Sénonais, c'est Sens, c'est le nord de Lyon. Voilà. Très bien. Donc, il y a à peu près 120 communes et 4 EPCI. PCI, c'est communauté de communes ? C'est ça. Et je voulais vraiment que cette convention soit signée, donc, entre l'AMRF, l'ADAVIRS, France Victime, et l'ASEMAS. Donc, cette convention a été signée. Et très régulièrement, on avait des réunions avec les secrétaires de mairie et élus pour leur donner des pistes pour mieux travailler, des bonnes pratiques, attention, plutôt comme ci, plutôt comme ça, les bons numéros, les nouveaux intervenants sociaux. Et quand il y a eu les 50 ans de l'AMRF, c'est récent, ça. C'est très récent. Ouais, c'est récent. Donc il y a 3 ans environ, est venue dans Lyon Elisabeth Moreno, qui à l'époque était la ministre chargée des violences faites aux femmes. Il y avait eu des tables rondes, il y avait Dominique Vérien, Dominique Chapuis, notre association. Et là, la ministre a tout de suite compris que ce qu'on faisait dans Lyon, c'était bien,
Mais ça suffisait pas, en fait. Puis nous, en plus, on parce que ça veut dire qu'il y avait rien de déployé ailleurs. Non. Ou alors des petites initiatives qu'on ne connaît pas. Mais nous, dans Lyon, tout le monde me disait, il faut que tu fasses ça pour tout Lyon. Moi, je voulais bien. En fait, c'est comme si c'était un département pilote. Voilà, absolument. Et en plus de ça, nous, notre association n'était que sur le nord de Lyon. En même temps, c'est là où il y avait le plus de cas aussi. On me disait, faudrait élargir un peu, mais je continuais d'être quand même mère de famille de 4 enfants, d'être élue au conseil départemental, d'avoir cette association. Ça faisait quand même beaucoup. Et le fait, effectivement, que il y ait cette idée de dire, ce qu'on a fait, nous, on pourrait le faire à plus grande échelle. Oui, le déployer sur les autres territoires. Absolument. Et là, Dominique Chappuis a pris le flambeau. Et vraiment, il y a eu tout un tas de réunions, ça s'est mis en place. Et heureusement, Catherine Maupetit a fait aussi partie de celles qui ont pu mettre tout ce dispositif en application. C'est là que naissent les référents ? C'est là que naissent les élus R, élus ruraux relais de l'égalité. Voilà, ça a été un vrai bonheur. Aujourd'hui, tu es élue référente. Voilà, donc aujourd'hui, je suis élue référente pour le département de Lyon en tant que vice-présidente du conseil départemental en charge des violences. Je continuais, moi, avant même qu'il y ait les élus R, de travailler avec le préfet, avec la déléguée aux droits des femmes, de faire partie de la commission de lutte de violence contre les violences faites aux femmes, d'avoir pu signer avec le président du département de l'époque le schéma de lutte contre les violences faites aux femmes et du coup de faire partie de ceux qui les mettaient en œuvre sur le département. En tant que vice-présidente sur le social, j'étais aussi en relation avec les assistantes sociales du département. Et les assistantes sociales du département ont eu la volonté de se former pour mieux répondre aux demandes des personnes victimes de violences. Que ce soit des femmes, mais que ce soit aussi des enfants. Parce qu'en fait, nous, au niveau du département, nous sommes en responsabilité de la protection de l'enfance. Et quand, au fil de nos réunions, on a bien compris que, avec le contrôle coercitif, le fait Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots le contrôle coercitif ? J'ai mis en place un colloque il y a 2 ans en faisant venir des pointures que m'a permis de connaître Dominique Vérien, donc Dr Ventila qui est venu, Muriel Salmona aussi, voilà. Elles sont venues. Ça, c'est des experts sur le contrôle coercitif. C'est vraiment des experts. Oui. C'est vraiment des expertes. Muriel Salmona sur la mémoire post-traumatique, l'amnésie post-traumatique. Dr Ventila sur le contrôle coercitif. Nous a bien expliqué où ça commence, c'est-à-dire à quel moment ça commence, et ça commence tout doucement. Et en fait, tout simplement pour comprendre le contrôle coercitif, on va sur Internet, on tape sur Google le violentomètre. Quand on regarde le violentomètre, ce petit tout doucement, tout va bien dans la relation. Il est en version papier. Il est en version papier. On peut l'imprimer et l'avoir avec nous. Et rien que le fait de regarder le violentomètre, on s'aperçoit qu'au début de la relation, tout va bien. Puis tout d'un coup, ça se complique un petit peu. Monsieur devient un petit peu violent. Et puis, nos amis sont tellement idiots. Enfin, franchement, non, c'est plus la peine d'aller les voir, tu vois bien. Non, voilà, donc, non, mais t'es bien toute seule. Et puis, on est tellement bien, nous deux. On est bien, nous deux. Puis tu vois, moi, je t'offre des fleurs. Ah oui, mais là, tu vois, t'as pas bien rangé mes factures ou mes feuilles de paye. Et il commence à s'énerver, il commence à... voilà. Et ça monte, et ça monte. Crescendo. Il isole la personne. Elle n'a pas besoin d'aller travailler puisque lui, en fait, il travaille. Puis elle n'a pas besoin de voiture puisqu'en fait, elle est à la maison, elle n'a pas besoin de se déplacer. Puis lui, en revenant du travail, il va faire les courses. Donc, il ramène tout à la maison. Et en fait, la femme se retrouve à la maison avec ses enfants quand il y en a. Nous sommes à la campagne. Alors, des fois, ils arrivent de régions parisiennes. C'est ce dont tu voulais nous parler. Voilà. C'était vraiment ça. C'était l'idée du départ. C'est de pointer le fait qu'il y ait des hommes qui volontairement isolent, tout à fait, déménagent en campagne, voilà, pour avoir davantage d'emprise et mettre une forme d'isolement sur leur campagne. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est identifié. Alors, on a identifié plusieurs cas. C'est pour ça que je me permets d'en parler parce que, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que nous, dans Lyon, on a vraiment cette trame quand on se retrouve en commission, sur la commission de la lutte contre les violences faites aux femmes, qui est menée par le préfet, par la déléguée aux droits des femmes. En fait, on n'est pas là à tous tirer la couverture à nous. On raconte ce qui se passe. On se parle dans la vraie vie. Avec les gendarmes, avec le colonel Nani, qui a mis lui aussi un dispositif dont on parlera tout à l'heure. On se parle vraiment, on se dit les choses, on se raconte la vraie vie. Et c'est comme ça que l'on se dit, mais il n'y a pas que moi, dans ma circonscription de Lyon, qui se rend compte de ça. Ça se passe aussi un peu plus au nord, un peu plus au sud, un peu plus à l'ouest. Et effectivement, on se rend compte que nous avons des personnes qui arrivent de régions parisiennes où la famille
vit, par exemple, on va caricaturer peut-être, dans une cité ou dans une ville où la femme peut sortir. Donc, elle a des enfants, elle les emmène à l'école, elle va faire ses courses, elle rencontre du monde, elle va à la pharmacie, elle voit un médecin, elle a du monde autour d'elle. Elle a du lien social. Elle a du lien social. Et quand ça commence à pas aller bien, quand vraiment ça commence à vraiment ne pas aller bien et qu'elle se dit il faudrait que je parle, il faudrait que je commence à dire les choses, c'est peut-être pas tout à fait normal, elle peut aller à la pharmacie, elle peut aller faire ses courses, elle peut aller dire au secours, protégez-moi, sortez-moi de là. Mais à la campagne, c'est plus difficile. Voilà, quand ils sont encore sur des villes comme par exemple, par chez nous, nous avons Sens, Auxerre, Joigny, Avallon, il y a encore des pharmacies, il y a encore des commerces. Il y a encore, voilà. Mais quand ils déménagent. Mais c'est pas le cas dans des petites communes. Et qu'ils arrivent en pleine campagne. En hyper-ruralité. Voilà, qu'ils arrivent en pleine campagne où il n'y a plus du tout de commerce. Il y a éventuellement une école ou pas. Eh bien, en fait, le tout rose, viens ma chérie, on va à la campagne. T'auras une grande maison pour t'épanouir avec les enfants. On aura des animaux, ça sera formidable. Aura des animaux, on aura tout ça. Tu pourras aller te promener avec les enfants, tout ira bien. Eh bien, on se retrouve avec des femmes qui, en fait, ne voient plus personne, sont isolées de leurs amis qu'elles avaient famille en région parisienne ou ailleurs. En fait, elles sont à la maison, elles font le ménage, elles font à manger. Elles le dépendent aussi financièrement, puisque c'est monsieur qui travaille et qui donne l'argent pour... Voilà, ou qui ne donne pas d'argent. Ça s'appelle de la violence économique ? Ça s'appelle de la violence économique, psychologique aussi, et ça fait aussi partie du contrôle coercitif, c'est ça. D'accord. C'est tout doucement. Donc ce que tu expliques, c'est ça le contrôle coercitif ? C'est ça. C'est l'ensemble de tous ces éléments. Voilà, que l'on retrouve sur le violentomètre où tout d'un coup, elle est isolée de ses amis, de ses parents, elle n'a plus, éventuellement des fois elle n'a plus de téléphone, ou si elle a un téléphone n'importe comment, il est sous contrôle. Il est sous contrôle avec des dispositifs qui existent maintenant. Il y a même des petites choses qui s'achètent sur Internet qui ressemblent à pas grand-chose, qu'on met dans le sac à main ou qu'on met ailleurs. Et on peut savoir si la femme se déplace ou ne se déplace pas. En fait, pour la traquer. L'accès au téléphone. Et il sait si elle a appelé, si elle a pas appelé, ce qu'elle a fait, qui elle a vu, voilà. Et ils sont vraiment pistés et en fait, elles n'osent plus parler parce qu'elles ont peur. Elles ont peur, il y a de la violence, mais elles ne savent pas à qui s'adresser. Donc, on est parti du principe que il fallait vraiment que dans nos villages, alors là, il y a quelques cas comme ça, c'est pas tout. Oui, j'espère bien. Il y a quelques cas, mais avant même qu'on en arrive là, il faut que quand quelqu'un de nouveau arrive dans nos petits villages, au lieu de se dire c'est des nouveaux, tiens, ils viennent chez nous, voilà, plutôt avoir le sourire. L'accueil, l'ouverture. On va pas se dire ça va peut-être être des victimes de violence. Non, on y va déjà dans un premier temps en se présentant. Voilà, bonjour, vous venez d'arriver, vous avez des petits enfants, voilà, vous venez. Mais là, tu parles en tant qu'élu. En tant qu'élu R. Oui. Ces élus ruraux de l'égalité. Si les maires le font, c'est bien. Si les secrétaires de mairie le font, c'est bien. Mais il y a quelque chose en France qui est incroyable et que personne ne sait, c'est que quand une famille arrive dans un village ou dans une commune, rien ne les oblige de se présenter en mairie. Oui, j'allais te dire, parce qu'effectivement, moi, je l'ai vécu il y a 4 ans, je suis passée de la ville à la campagne. Nous, on est allés à la mairie parce qu'on voulait inscrire nos enfants à l'école. Voilà. Donc, il y avait ça. Toutes les mairies ne font pas non plus forcément de pots d'accueil de nouveaux arrivants, etc. Non. Et puis, les pots d'accueil, bien souvent, c'est au moment des vœux. Oui, c'est janvier. Mais quelqu'un qui arrive en février et qui repart en septembre, en fait, on n'a pas su qu'ils étaient arrivés, on n'a pas su qu'ils étaient partis. Puis de plus en plus. C'est pas une obligation de passer par le stade mairie, finalement. Pas du tout. Par la case mairie. Il y a rien qui nous l'oblige. Il y a rien qui nous l'oblige. Donc, il y a des familles qui arrivent, qui partent, on les a pas vues. Et il y a des familles qui arrivent où ça se passe mal, et on est au courant que quand la gendarmerie appelle en disant, vous n'auriez pas cette famille, vous avez remarqué quelque chose. Voilà comment ça se passe. D'accord. C'est pour ça que dans les élus ruraux relais de l'égalité que nous avons dans Lyon, donc on a plus de 212 élus élus ruraux relais de l'égalité. C'est beaucoup, je me rends pas compte en termes de chiffres. C'est beaucoup, et heureusement. Pourquoi on en a autant ? C'était le fil de ce que je disais tout à l'heure. En tant que vice-présidente en charge des violences faites aux femmes, comme je travaille déjà avec la préfecture, le social, la DAVIRS, le CIDFF, tout. Il y a une toile d'araignée là. Il y a une toile d'araignée. On se connaît tous. On connaît tous nos 06. Quand il a fallu mettre en place les élus R, l'idée qu'on a eue avec Dominique Chapuis, Dominique avait dit, on va écrire à nos élus en leur disant, ça serait bien de nommer des élus ruraux relais de l'égalité et leur expliquer. Je lui dis, écoute, si tu veux, moi, en tant que vice-présidente, je peux m'associer à ton courrier. On va faire même mieux que ça.
on va prendre un rendez-vous avec le président du conseil départemental et lui demander que ce soit lui et toi qui signez ce courrier pour envoyer au maire, pour leur expliquer ce que c'était. Pour avoir plus d'appui aussi. Pour avoir plus d'appui. Et de là, la déléguée aux droits des femmes, j'ai discuté avec elle, je lui ai dit, et si on associait le préfet? Et elle m'a dit, mais oui, c'est une bonne idée. Ce qui fait que dans Lyon... Ça en fait des strates quand même. Ça en fait des strates, mais il faut avoir de l'appui. Ouais. Parce oui, bien que sûr, mais... Pour avoir... Et du coup, effectivement, il y a un Moi, j'ai courrier l'impression qui que est c'est parti. super compliqué. Et c'est pour ouvrir des portes et c'est pour, on va dire, je vais parler vrai, monter en haut de la pile. Parce que pour avoir été Moi, secrétaire j'allais dire de mairie... Visibilité, mais aussi pour avoir été secrétaire de mairie. Je sais qu'en mairie, il arrive des tonnes de mails par jour. Il arrive des tas de courriers. Et forcément, la secrétaire est obligée de prioriser. C'est obligé. Parce que le maire, en petite commune rurale, il n'est pas là tout le temps. Il y a des permanences, des fois, 1 heure le lundi, 1 heure le jeudi, ça s'arrête là. Des fois, ils ne se croisent pas. Donc, en fait, c'est plusieurs parapheurs qui sont là. Le maire vient, regarde, voilà. Donc, nous, on s'est dit, pour avoir de l'appui et pour être sûr d'être crédible, c'est ça. Il faut qu'il y ait la signature du préfet, du président du conseil départemental et bien sûr que cela parte de là. Ce qui veut dire que ça devient un sujet prioritaire. Ça devient un sujet prioritaire. Quand effectivement ce courrier est arrivé dans Lyon, dans toutes nos communes, eh bien du coup c'est passé du parapheur courrier au parapheur préparation du conseil municipal, délibération et élection, nomination d'un élu R. D'accord. Ok, je comprends. Ensuite, elles envoyaient cette délibération au préfet, à la déléguée aux droits des femmes et à la MRF. Et après, ça redescendait à la MRF. Et ça redescendait. Et de ce fait, Dominique m'a dit, écoute, puisque tu es déjà dans la boucle, est-ce que tu veux bien être notre porte-parole au niveau du département? Et c'est comme ça que je suis déléguée de la MRF, même si je ne suis pas élue en mairie, mais au conseil départemental. C'est ce qui m'avait interpellée quand quand j'ai regardé un petit peu qui tu étais, ton profil. Voilà. Je me dis, tiens, c'est marrant parce que souvent, ce sont des femmes mères, etc. Mais... Donc, non. Donc, ça n'est pas une obligation. Ça n'est pas une obligation d'être maire pour être délégué, élu R sur un département. En fait, ce truchement de connaissances et le fait d'aller tirer les bonnes sonnettes qui ont donné de la crédibilité, de l'importance à cette demande. Du poids. Mais là, ma problématique, c'est que quand on a commencé à recevoir une centaine de délibérations, ça voulait dire que derrière, il y avait des élus qui voulaient faire les choses, mais il a fallu les former, les informer. Et là, c'est avec ma casquette vice-présidente du conseil départemental sur le social et travaillant avec nos assistantes sociales qui elles-mêmes avaient déjà été formées aux violences intrafamiliales que tu as pu... que je me suis dit, on va passer par le fait de faire connaître nos unités territoriales aux élus ruraux. C'est quoi une unité territoriale? Une unité territoriale, c'est qu'un département comme Lyon, qui est très vaste, il y a Auxerre, mais il y a aussi 6 unités territoriales réparties dans le département. Ce sont des satellites, en fait, qui permettent aux personnes qui ont besoin de social de ne pas être obligées de faire plus d'1 heure de route pour aller... Est-ce que ça peut ressembler à une Comcom? Pas du tout. C'est en fait un satellite dans lequel il y a plusieurs bureaux, il y a plusieurs assistantes sociales. Compétences, voilà, qui accueillent, comme je le disais tout à l'heure, sur le social, de la petite enfance au grand âge, qui aident à remplir tous les dossiers, qui font des aides financières, qui accompagnent. C'est là où il y a, en fait, les assistantes sociales du conseil départemental. Ça marche. Donc, ce que je me suis rendu compte, parce qu'on croit parfois qu'on est connu, reconnu, absolument pas. Je me suis rendu compte que ce que faisait le département, les assistantes sociales, les élus ruraux n'osaient pas les interpeller, n'osaient pas les appeler. Et quand on a fait ces formations où le conseil départemental, le côté social, s'est présenté, en dehors du côté violence, eh bien, en fait, on a réalisé un petit document où on a donné à nos élus toutes les coordonnées de chacune des intervenantes en fonction de la problématique. Que ce soit sur le RSA, une espèce de guide pratique, voilà. Que ce soit sur la PMI, le RSA, tout ce qui concernait en fait les problématiques sociales. Ah oui, je vois emploi, protection, accompagnement, budget, enfance, autonomie, RSA, santé, maternité, famille, éducation, handicap. Voilà. Ça balaye large. Ça balaye large, y compris les violences intrafamiliales. Et les premières visites qu'on a fait, on allait sur le terrain avec Dominique Chapuis pour s'approcher de nos élus. Donc, sur 15 réunions... C'est un vrai pèlerinage. Un vrai pèlerinage, parce que Lyon est grande en plus. Donc, voilà, un vrai pèlerinage. Et on était contents de voir les élus, les secrétaires de mairie et les élus R. Ce qui fait qu'il y a plus de 300 personnes qui ont assisté à nos formations sur L'idée aussi, c'est que tout le monde ait plus ou moins le même niveau d'information. C'est ça. Et de connaissances. C'est ça. Pour mieux et accompagner. En allant sur chaque territoire,
puisque chaque unité territoriale du département a des assistantes sociales différentes, chacun voyait ses vrais interlocuteurs. Et ça continue de fonctionner, puisque on a continué de faire ces pèlerinages, comme tu dis, avec de nouveaux thèmes, et on y a associé nos partenaires. C'est-à-dire qu'on a associé l'hôpital, on a associé l'ARS, la gendarmerie, la police. Nous avons aussi dans Lyon des intervenants sociaux en gendarmerie, c'est-à-dire des assistantes sociales qui sont spécifiquement à la gendarmerie pour que la personne qui vient pour porter plainte n'ait pas besoin de répéter, de recommencer et d'être accompagnée. Parce que souvent, c'est vrai qu'on entend souvent quand même dans les témoignages de victimes qu'elles sont arrivées en gendarmerie ou à la police et qu'on ne les a pas bien écoutées ou ça n'a pas été considéré correctement. C'est ça. Et justement, dans Lyon, on a le colonel Nani dont je parlais tout à l'heure, qui travaille très bien avec la MRF et avec Dominique Chapuis. Et la MRF... Elle est partout, cette Dominique. Elle est partout, Dominique. Mais elle est dans Lyon, elle est chez moi, donc c'est pour ça j'en profite. Et donc, ils sont en train de signer... On devrait la dupliquer. Une convention avec la gendarmerie et le colonel Nani pour justement retourner voir ces élus, maires et ses secrétaires de mairie pour encore mieux les former sur la gendarmerie, sur ce qui se passe et sur ce qui est mis en place. Et c'est vraiment très important. En tant que femme engagée et en ruralité, lorsque tu rencontres des hommes comme des gendarmes, etc., comment c'est perçu et est-ce que tu as rencontré des difficultés parce que tu es une femme? L'anecdote, pas avec les gendarmes, au contraire avec les gendarmes. Enfin, j'ai dit gendarmes, mais effectivement, ça pourrait être... Autres, ceux qui sont avec lesquels je travaille, il n'y a aucun souci, tout va bien. Que je sois un homme, une femme, il n'y a pas de sujet. Lorsque tu approches un nouveau public peut-être moins averti et alors, des hommes... l'anecdote, elle est là, elle est franchement croustillante. C'est que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que j'avais décidé de me présenter au conseil général de l'époque. L'année où j'ai décidé de me présenter, ça a changé. C'est devenu le conseil départemental. Et ce qui a changé surtout, c'est que avant que je sois élue au conseil général de Lyon, il y avait 3 femmes sur 42 élus, mais avec la parité obligatoire. On s'est retrouvé avec 24 femmes et 24 hommes lors de l'élection. Ce qui a fait que quand on se présentait sur notre canton, il fallait absolument se présenter en binôme, un homme, une femme. Il y avait le conseiller général de l'époque qui se représentait, donc je suis allée le voir en lui disant voilà, j'ai l'intention de me présenter au conseil départemental, est-ce que tu veux que je sois ta binôme? Et alors, donc, le préjugé le préjugé qui est très drôle, c'est que lui était connu comme conseiller général. Donc, quand il faisait le tour des communes, les pots du maire, tout ça, c'était monsieur Untel qui arrivait, qui était conseiller général. Tout d'un coup, une fois les élections passées, on arrivait à 2 sur les mêmes manifestations et certains disaient « Ah bah c'est bien maintenant, t'as une secrétaire qui te suit et qui peut prendre les notes. » On en était là. Ils n'avaient pas du tout la notion que j'étais élue au même rang que l'ancien conseiller général. On n'en était pas loin des fois. Mais heureusement, donc voilà, je rebondissais. Je pense que tu avais déjà suffisamment de hauteur pour ne pas tomber dans le piège. Mais ce qui était étonnant, c'est effectivement c'est sa suppléante. Voilà, on m'appelait sa suppléante. Non, mais c'était systématique, enfin, obligatoirement. Quasiment. Il n'y avait pas cette notion de ils sont au même rang. En binôme. Voilà. C'était, il y a l'homme et il y a la femme. Et voilà, donc il faut passer par-dessus et ne pas hésiter, avec beaucoup d'humour aussi des fois. Autodérision. Voilà, autodérision. De dire coucou, je suis là, moi aussi j'ai des choses à dire, et je n'hésitais pas à le faire. En t'écoutant, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup d'audace, il y a beaucoup de feu en toi. Quel message t'aurais envie de passer à toutes les femmes qui aimeraient s'engager en ruralité, peu importe dans quoi elles veulent s'engager, mais ça peut même être des assos, des assos à la mairie, ou créer des réseaux de femmes. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Alors, je veux dire à ces femmes qu'il ne faut pas rester où elles en sont. Il faut croire en cette petite ritournelle qu'on a dans la tête en se disant, là, il y a un problème, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que moi, je pourrais faire? Et quelles sont les pistes que je pourrais prendre? Qu'est-ce que je pourrais bousculer pour que cela fonctionne? Pourquoi ça ne marche pas? Et comment ça pourrait fonctionner? Et ne pas se dire, je peux pas. J'ai pas de diplôme, je suis incapable. Puis les femmes, elles sont balèzes là-dedans. Oui, en général. Elles sont quand même... il faut dire que en politique, un homme qui se présente, je crois qu'il se pose pas trop la question est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais pas être capable. Il sait qu'il aura les services derrière, qu'il sera épaulé et que tout ira bien.
la même femme qui se présente aura les mêmes services derrière, mais par contre, la femme, avant de se présenter, va se dire « Ah oui, mais non, mais moi, là, c'est pas le moment. J'ai mes 4 gamins. Oui. Ils sont en études. La famille. Ils sont en pleine adolescence. Je vais pas les laisser tomber là. Ils ont besoin de moi. Et puis, j'ai mes enfants à élever. Et je vais être mise en difficulté. » Mais comment on peut leur enlever aussi tout ça? Parce que c'est quand même pas facile, quoi, de se détacher de ça. Eh bien, se dire qu'il faut y croire et que n'importe comment, en tant que femme, je pense qu'on a une énergie qui vient, qui monte, qui nous aide à avancer. Cette énergie, elle vient quand on voit que ce que l'on espère, eh bien, tout d'un coup, commence à se matérialise et qu'on n'est pas tout seul. Qu'on n'est pas tout seul. Et moi, toute seule, j'aurais jamais rien fait. Moi, toute seule, si je n'avais pas rencontré Dominique Chapuis, Dominique Vérien, si je n'avais pas parlé aux autres. Puis cette association avec les secrétaires aussi. Mais c'est ça. Quand j'étais secrétaire de mairie, quand on m'a proposé ce petit poste où j'ai cru que j'aurais rien à faire, je me suis rendu compte qu'il y avait tant à faire. T'as vu, t'as dit petit poste. Petit poste, oui, parce que encore actuellement, pour les secrétaires de mairie qui sont dans les communes plus grandes, quand on parle d'une commune de 300 habitants, elles s'imaginent elles aussi qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Alors que c'est pas vrai. Alors que c'est pas vrai. C'est peut-être même l'inverse. C'est même l'inverse, puisqu'elles sont toutes seules avec le maire pour tout faire. En fait, j'aurais pu dire oh là là, non mais je laisse tomber, je continue ma disponibilité, j'aurais pu dire oh là, c'est trop pour moi. Tant pis, je continue ma disponibilité, j'élève mes gamins, quand ils seront un peu plus vieux, je prendrai un autre poste à la mairie de Sens. J'aurais pu ce que j'avais en région parisienne, j'aurais pu le trouver à un quart d'heure de chez moi à la mairie de Sens. Une ville où je retrouvais le poste que j'avais sur ma mairie d'origine. Mais non, j'ai voulu me battre pour me dire on m'a dit que c'était rien ce poste-là, je me rends compte que c'est plus que prévu. Il faut que je me mette le défi, il faut que j'y arrive. Si j'y arrive pas, si vraiment on me dit que je suis pas compétente, je l'effacerai, je retournerai sur un poste. Il y avait un espèce de challenge quand même. C'est un challenge qu'il faut se mettre, mais il faut y croire, il faut y aller. Faut pas baisser les bras. Ça me fait quand même penser à aussi, donc, elles doivent oser, elles doivent enlever les croyances limitantes, etc., etc. Il n'y a pas une histoire de statut aussi qui est pas forcément très, très simple? Statut d'élu aujourd'hui? Le statut d'élu est compliqué. Il n'est pas vraiment reconnu. Voilà. La preuve, tout simplement, c'est que quand on remplit des formulaires ou quand on appelle certains, on va dire pour la retraite ou pour autre chose, et qu'on dit mais qu'est-ce que vous faites? Alors vous êtes employé, vous êtes cadre, vous êtes quoi? Je suis élu. Élu, c'est quoi élu? Ouais, ça rentre dans quelle case? Ça rentre dans quelle case? Ça rentre pas dans les cases. On dit mais je suis élu, je suis conseillère départementale. Non, j'ai pas. Ça correspond à quoi? Si je vous parle d'un maire, vous savez ce que c'est un maire? Oui, je vois ce que c'est un maire. C'est pareil, mais au niveau du département. Ah oui? Bon, mais non, ça a du mal. Le statut de l'élu a vraiment du mal. Cette histoire pas cette histoire, mais donc, on a envie de dire aux femmes d'oser effectivement s'investir. Est-ce que c'est pas encore plus difficile en ruralité, avec tous les freins dont on a parlé, ces formes d'isolement, la non-mobilité, le regard des autres, plus de préjugés, patriarcat. Est-ce que c'est pas encore plus audacieux? Je sais pas s'il faut de l'audace, il faut surtout de la conviction et savoir pourquoi on y va. Mais quand je t'ai parlé tout à l'heure, et je pense que c'est important de le dire, quand il y a eu cette obligation de parité, ça veut dire que sur certains cantons, parce que nous, les conseillers départementaux, on est élus sur un canton. Sur certains cantons, mon canton, on va le prendre en exemple, j'avais 3 conseillers généraux avant sur mon canton. À la place de ces 3 conseillers généraux hommes, on se retrouve avec 2 conseillers départementaux, un homme, une femme. Ce qui veut dire que parmi les 3 conseillers généraux, il y en a 2 qui n'ont pas été réélus. Ils n'ont pas été réélus, mais ils étaient pourtant compétents. Et c'est une femme qui a pris leur place. Ça tombe bien, moi je voulais y aller. Donc, pour notre canton, il n'y avait pas de souci. J'avais vraiment envie d'y aller, c'était voilà. Mais dans certains cantons, ils avaient du mal à trouver une femme qui ose se dire je vais pouvoir y aller. Oui, je peux trouver ma place. Ne pas se mettre des barrières en se disant j'ai mes enfants à élever, mais j'ai pas vraiment les diplômes. Le conseil départemental, je sais pas trop ce que c'est. Qu'est-ce qu'on va me demander ? Ça peut faire peur quand même. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que c'est l'instance du dessus. Ouais, non, mais ça peut faire peur. C'est l'instance du dessus. C'est une instance qui est beaucoup plus protocolaire. On se réunit pas à la mairie. On a une instance avec ce qu'on appelle nous dans Lyon la pyramide. C'est un lieu qui est merveilleux, qui est très beau. Il y a aussi beaucoup plus de protocoles, il y a beaucoup plus de travail, il y a des commissions. Il y a déjà l'engagement temps, mais il y a aussi peut-être quand même cette appréhension d'être à la hauteur, et puis tous ces protocoles, comme tu dis, cette hiérarchie. Et puis c'est surtout qu'on est élu sur un territoire. Les connaissances. On est élu sur un territoire, on a 24 communes. Donc il y a 24 élus qui sont censés, et qui le font, nous appeler pour « j'ai un problème ».
de voirie, j'ai un problème, j'ai des travaux à refaire dans ma mairie, je veux des aides, et j'ai des cas sociaux dans ma commune, comment vous pouvez les aider? Est-ce que tu peux m'envoyer une assistante sociale? Voilà, c'est être en capacité de non seulement tenir nos fonctions, parce que quand on est élu au conseil départemental, on est forcément sur une thématique, obligatoirement dans une commission avec une thématique. Oui, ça pourrait être la voirie, par exemple. Ça pourrait être la voirie, ça l'enfance, pourrait être l'enfance, voilà. Moi, je suis sur les violences faites aux femmes et sur le handicap, mais j'ai d'autres collègues qui sont sur la culture, qui sont aussi sur l'environnement, l'agriculture. Il y en a d'autres qui sont sur l'insertion. Mais quand on est dans notre commission, il faut bien sûr être bien au fait de tous les rapports, de tout ce qui se passe, tous les travaux en cours. Donc dans tous les domaines. Dans tous les domaines, dans notre domaine, mais aussi dans tous les domaines. Des autres. Des autres aussi. Lorsqu'on vote, je veux en parler parce que on est filmé lorsqu'on est voté au conseil départemental. Et lorsqu'on vote, il faut que les personnes sachent que nous avons déjà travaillé en amont. C'est comme à l'Assemblée nationale ou au Sénat. On connaît déjà tous bien nos rapports. Ça a déjà été bien validé dans nos commissions. Si on n'est pas d'accord, on a le droit de le dire avant. On a le droit de changer toutes les choses avant. Si malgré tout, le jour J, on n'est pas d'accord, on a aussi le droit de le dire et on vote. Mais quand on nous voit voter en 5 minutes sur des millions d'euros, souvent on plaisante parce que sur le handicap, j'ai environ 60 millions d'euros à présenter en 5 minutes et c'est voté en 5 minutes. Mais pourquoi c'est voté en 5 minutes? Parce que ça fait déjà 1 an qu'on travaille dessus. Oui, parce qu'au préalable, ils ont pris connaissance du dossier, du sujet. C'est ça. Ouais. C'est important pour toi de le dire, ça? C'est important pour moi de le dire. Pour qu'on comprenne. Parce que souvent, quand on me croise dans la rue, on dit n'importe quoi, vous votez n'importe quoi, n'importe comment. Là, vous levez la main et hop, on n'en parle plus. Non, c'est pas vrai. Ouais, on a bien travaillé le sujet avant. Du temps au préalable. Voilà. J'ai effectivement lu, je me souviens plus exactement du chiffre, il y avait une histoire de 20-25%, je plus. En tout cas, l'idée, c'était de constater que la violence, elle dure plus longtemps en ruralité que finalement en milieu urbain. Alors, effectivement, et j'ai constaté, moi aussi, j'avais cet étonnement. J'ai constaté cela en parlant justement avec les assistantes sociales du conseil départemental, qui sont nos intervenants référents sur les violences au conseil départemental, dans nos unités territoriales, qui sont, je te le rappelle, vraiment la proximité du département par rapport à nos usagers. Oui, la première porte que l'on va pousser. Au niveau quand on demande une aide sociale, on va à l'unité territoriale du conseil départemental. D'accord. Là, on rencontre une assistante sociale. Et comme nos assistantes sociales ont été formées sur les violences intrafamiliales, le contrôle coercitif, quand elles commencent à s'adresser à une personne, une femme notamment, en lui disant « Alors, pour votre dossier, il va falloir ramener la carte d'identité, le relevé d'imposition et tout », et qu'on voit la personne commencer à se décomposer en disant « Ah oui, mais non, mais moi, c'est pas moi, en fait, c'est mon mari. Alors, faudrait demander à mon mari. » Là, maintenant, nos assistantes sociales savent que cela fait partie. En fait, elles détectent, elles identifient. Elles détectent. Et au lieu de poser des questions un peu clash, elles savent orienter, discuter comme avec on disait, la personne. L'accueil, en fait, de ces informations. L'accueil des informations et faire en sorte de laisser parler la personne en lui disant « Bon, alors là, vous n'avez pas accès au papier, mais du coup, alors peut-être qu'on peut vous envoyer un mail. » Ah non, j'ai pas de boîte mail. J'ai pas de boîte mail. Ben non, parce que j'ai pas d'ordinateur. Ben peut-être sur votre téléphone. Ah ben non, j'ai pas de téléphone. Et puis mon mari, du coup, il va voir que je suis venue vous voir. Donc voilà, là, c'est bingo. Et là, bingo, on commence à comprendre qu'effectivement, il y a quelque chose. Et à ce moment-là, il y a un dispositif qui est mis en place pour accompagner ces personnes et leur montrer tout simplement que ce n'est pas normal. Mais cette notion de temps, quand on dit ça dure plus longtemps. Alors ça dure plus longtemps parce qu'elles sont tellement incrustées dans ce mode de vie que pour elles, c'est la normalité. Oui, c'est la normalité. Le fait de ne pas avoir accès, le fait de ne pas avoir d'argent, le fait d'être obligé d'attendre que le conjoint donne 10, 15 euros pour pouvoir dépenser ça ou ça, pour pouvoir s'habiller, ne pas pouvoir se maquiller comme elle le veut, ne pas pouvoir parler à qui elle veut. Elle va à l'école, elle emmène les gamins à l'école, le mari attend dans la voiture, elle a échangé 3 mots avec l'autre personne qui était à côté. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi tu t'es plaint? On finit par le savoir quand elle commence à parler, mais ça au départ, des fois on est loin de s'en douter. On a aussi le fait que ce ne sont pas toujours que des personnes qui sont en difficulté sociale. Toutes les catégories sociales sont touchées. Et d'ailleurs, dans le rapport de Dominique Vérien avait fait exprès, lorsque la ministre s'était déplacée à Auxerre, de faire témoigner une femme d'élue. De notable.
il était tellement connu qu'il fallait pas qu'elle parle. Mais tu te comprends, si tu dis quoi que ce soit, n'importe comment, tu vas perdre. On va perdre notre situation. Je ne pourrai plus être élue. On pourra plus avoir ci, on pourra plus avoir ça. On ne pourra plus vivre dans cette belle maison. On ne pourra plus vivre. Et voilà. Et c'est à cause de toi. Tu te rends compte de tout ce qu'on a construit toutes ces années. Moi, c'est pas méchant. Je veux juste que t'arrêtes de parler à n'importe qui, de dire n'importe quoi. Mais c'est une réelle manipulation. C'est une réelle manipulation. Et c'est fait de rabaisser la personne en disant tu es la femme de l'élu. Et surtout, ne dis pas n'importe quoi parce qu'il faudrait pas qu'on sache. Enfin, va pas raconter notre vie, même s'ils n'ont rien à cacher. Mais c'est le fait il avait cette emprise sur cette femme qui ne pouvait plus parler à qui elle voulait, comme elle voulait. Et après, on a su que c'était même pire que ça, mais voilà. Cet isolement que l'on peut rencontrer en ruralité qui fait que la temporalité, elle est plus longue. Absolument. Aussi. Parce que, comme je le disais en début de propos, quand ça va mal et qu'on est dans une ville, on a toujours quelqu'un qui c'est parle. plus simple, c'est plus facile. On retrouve toujours une copine ou quelqu'un. Comment tu vas ? Ben, je vais pas bien. Ben, viens, on va en parler. Mais en ruralité, s'il y a personne, il y a personne. Enfin, et si elle a l'idée de se dire, je vais aller à la mairie, ben, la secrétaire de mairie, pour peu qu'elle soit occupée, pour peu qu'elle soit pas là, il y a tellement de barrières. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même si on accompagne, et des fois, je dois l'avouer, c'était très frustrant pour moi et pour nos équipes, mais maintenant on le sait, on fait avec, c'est que quelqu'un que l'on accompagne, que l'on aide, dans le département de Lyon, on a tout un dispositif pour les aider à sortir de là, à les accompagner. On leur trouve des logements. Le logement, quand elles arrivent, il est clé en main. Si elles ont un bébé, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les couches, il y a à manger, il y a vraiment, on les aide. Elles sont éloignées. Et bien, des fois, quelques jours après, elles repartent. Soit elles repartent, soit elles appellent le conjoint. Et le conjoint les retrouve. Et elles repartent avec lui. Oui, c'est ce qu'on entend souvent. Et quelques mois après, elles reviennent. Et on recommence. Et ça revient. Et elles repartent. Et elles reviennent. Et au bout d'un moment, c'est incroyable quand on a envie de manipulation. Mais c'est normal. C'est ce qu'on a expliqué aussi aux LUR. C'est cette roue de la violence. La spirale. La spirale. Et dans cette spirale, il y a la phase qui s'appelle lune de miel. Et dans la phase lune de miel, il va revenir extrêmement offrir gentil, des fleurs, offrir des fleurs, être extrêmement gentil. Et elle va culpabiliser, mais dit mais comment j'ai pu aller raconter ça ? Je pense aussi il y a le facteur enfant, non ? Le facteur enfant le chantage. Je vais perdre mon enfant, je verrai plus mes enfants. Il y a le fait qu'ils sont vraiment très très forts et qu'elle culpabilise et que même des fois elle nous appelle en disant vous faites comme si vous m'aviez jamais vu, j'ai honte de vous en avoir parlé, c'est moi qui avais tort. En fait, elles reviennent sur leurs propos. Okay. Un exemple concret, j'ai récupéré une femme dans un café, c'est le patron du café qui m'a appelé, qui m'a dit Catherine, viens vite. J'ai récupéré une femme qui était massacrée au niveau du visage, que j'ai pris dans ma voiture. J'ai voulu l'emmener à la gendarmerie et sur le chemin, elle m'a dit oui, mais en même temps c'est de ma faute parce que c'est moi qui gère les papiers. Et en fait, il cherchait une feuille de paye. Et comme la feuille de paye, je l'avais pas rangée dans le bon ordre, il a pas tout de suite retrouvé la feuille de paye. Donc c'est normal, il s'est énervé. Il a tout retourné. Et puis, comme j'ai un petit peu monté le ton en lui disant mais si, ça doit être là, il s'est énervé et effectivement, elle avait des marques sur le visage. Mais dans la voiture, il était encore en train de me dire mais c'est de ma faute. Et c'est pour ça que dans nos formations pour nos LUR, on les prévient de ne pas se démotiver. Oui, parce qu'il va y avoir peut-être plusieurs cycles où elles vont revenir partir. Voilà. Et puis surtout, en parlant familièrement, ne pas envoyer balader quelqu'un que l'on a déjà aidé en disant « Bon, écoute, ça va bien, ma cocotte, je t'ai déjà aidé, je me suis déjà investi, tu veux rester où t'es, tu restes où t'es. » Non, si cette femme a le courage, parce qu'il faut un courage, de revenir encore vers nous, tout en sachant que il y a déjà eu plusieurs voyages, aller-retour, il faut l'écouter, il faut être là. Il faut faire abstraction de notre ego, de dire j'ai pris du temps, je me suis investi, c'était le week-end, j'aurais pu être avec mes enfants ailleurs. Non, c'est pas grave, on est là, on écoute. Voilà. Ça marche. Catherine, pour conclure, quel message t'aimerais adresser aux femmes en ruralité qui hésitent encore à s'impliquer dans la vie de leur commune ou à oser tout simplement des changements audacieux dans leur vie ? Je pense que le message est clair, c'est qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui mûrit en nous, et ça on le sent en tant que femme, il y a des choses qui nous dérangent, il faut y aller. Si on se dit je peux, ne pas se dire je ne pourrais pas, ou c'est pas le bon moment, ou si on a ça qui rumine dans notre esprit, il faut y aller. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà, c'est ça, il faut y aller. Et à partir du moment où on va en parler, forcément, il y a toujours un alignement. Moi, je l'ai remarqué, il y a toujours un alignement des planètes qui fait que on parle à la bonne personne, qui trouve l'autre bonne personne, qui fait que au bon moment, on n'est pas tout seul. C'est parce qu'on croit être tout seul qu'on n'ose pas. On n'est jamais tout seul.
Si nous, on y pense, si nous, on a envie de le faire, c'est que d'autres ont envie de le faire. Et dans ce que l'on fait actuellement, ces élus R, si il n'était pas plus de 200 autour de moi dans Lyon, peut-être que je me dirais, en fait, je vais à des réunions, mais ça sert pas à grand chose. Non, je vais à ces réunions parce que je sais que derrière. Parce que t'as une petite armée de 200. C'est ça. J'ai ces personnes qu'il faut continuer d'alimenter, de leur dire qu'elles sont là, qu'on a besoin d'elles. Qu'elles sont utiles. Qu'elles sont très utiles. Et surtout, ce que je veux leur dire, c'est que si on ne les interpelle pas aussi souvent, parce que certaines m'appellent en me disant, j'ai l'impression de ne servir à rien. Non, vous êtes là, vous existez. C'est un petit peu comme un extincteur. On sait qu'il est dans la maison, on sait qu'il est là. On espère ne pas en avoir besoin. C'est un peu péjoratif comme comparaison, mais l'extincteur, il est là. On passe devant, on sait qu'il est là. Si un jour on en a besoin, on sait qu'il saura être réactif parce qu'il a été formé, parce qu'il est au point, parce qu'il a les bons numéros de téléphone et qu'il ne laissera pas quelqu'un sur le côté. C'est surtout ça. Donc, allez-y, formez-vous et il faut y croire. Même à la campagne. Même à la campagne. Encore plus, surtout à la campagne. Parce que ce que j'ai fait à la campagne, je suis persuadée que là où j'étais en région parisienne, je ne l'aurais pas fait. Oui. Parce qu'il y aurait eu, peut-être, on va plaisanter un peu, un homme qui se serait cru plus capable et complètement légitime de le faire. Et peut-être que, vu mon parcours, je me serais dit, mais c'est vrai, en fait, je vais le laisser faire et je ne suis pas légitime. Je vais lui laisser la place. Je vais lui laisser la place. On termine comme ça ? On termine comme ça. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir parlé. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao! Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!